Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. La pluie d'octobre tambourinait contre le pare-brise de la Ford F-150 noire de Michael Thompson alors qu'il naviguait dans la circulation du soir en banlieue de Chicago. La poussière de chantier s'accrochait encore à ses bottes de travail, et la douleur familière dans ses épaules lui rappelait une nouvelle journée de 12 heures passées à superviser le projet du complexe de bureaux Morrison. À 38 ans, Michael avait bâti Thompson Construction de rien, en faisant l'une des entreprises de construction les plus respectées de la région. Mais le succès avait un prix, de longues journées, un stress constant et le sentiment lancinant qu'il manquait quelque chose d'important à la maison. La maison coloniale à 2 étages sur Maple Street semblait chaleureuse et accueillante lorsqu'il s'engagea dans l'allée. Les lumières jaunes brillaient des fenêtres de la cuisine, et il pouvait voir Sarah bouger à l'intérieur, sa silhouette gracieuse se découpant contre les rideaux. Après 8 ans de mariage, cette vision lui apportait encore du réconfort. Il resta un moment dans le camion, laissant le moteur refroidir, observant sa femme à travers la fenêtre. Elle parlait au téléphone, gesticulant avec animation, ses cheveux blonds mi-longs captant la lumière. « Salut, chérie », lança Michael en poussant la porte d'entrée, laissant tomber ses clés dans le bol en céramique que Sarah avait acheté lors de leur voyage d'anniversaire en Toscane, 3 ans auparavant. La maison sentait les bougies à la vanille et quelque chose de délicieux qui mijotait sur la cuisinière. « Oh, salut !» Sarah sortit de la cuisine, toujours au téléphone. « J'étais juste en train de parler à Rachel de la présentation de demain. » Elle l'embrassa rapidement sur la joue, mais Michael remarqua qu'elle posa son téléphone face cachée sur le comptoir. « Comment était ta journée ? Tu as l'air épuisé. » Michael haussa les épaules, ôtant sa veste et desserrant sa cravate. Le projet Morrison est en avance sur le planning, ce qui signifie que tout le monde veut changer quelque chose. Tu sais comment c'est. Il observa le visage de sa femme, notant la légère rougeur sur ses joues et la manière dont elle évitait un contact visuel prolongé. Et toi, bonne journée à l'agence. Occupé, tu sais, toujours occupé. Sarah retourna vers la cuisine, ses talons claquant sur le parquet. En fait, je dois sortir bientôt. David et moi avons une séance d'entraînement ce soir. La mention de David Clark fit naître un petit sourire sur le visage de Michael, bien qu'il ressentit une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. David avait été son colocataire à l'université Northwestern, son témoin de mariage, et presque un membre de la famille depuis 15 ans. Tous trois avaient partagé d'innombrables souvenirs, des sessions d'études nocturnes, des week-ends dans le chalet de la famille de David au Wisconsin, la célébration lorsque Michael avait décroché son premier gros contrat. 3e fois cette semaine, observa Michael, s'installant sur un tabouret de cuisine. Ce nouvel engouement pour le fitness est vraiment sérieux. Le rire de Sarah semblait légèrement forcé. Tu me connais, quand je m'engage dans quelque chose, je m'y mets à fond. David dit que je fais des progrès incroyables. Il pense que je pourrais même participer à des compétitions amateurs si je continue comme ça. Michael hocha la tête, mais quelque chose le tracassait. Sarah n'avait jamais montré d'intérêt pour le fitness compétitif auparavant. Il y a 6 mois, elle pouvait à peine courir 1 kilomètre sans se plaindre, et maintenant elle parlait de compétition. Il repoussa cette pensée, l'attribuant à sa fatigue. « Quel genre d'entraînement fais-tu ce soir » demanda-t-il, sincèrement curieux. « Oh, c'est complexe. Mouvement fonctionnel, conditionnement métabolique, ce genre de choses. Très technique. » Sarah s'affaira à rassembler des affaires dans son sac de sport. David a tout un plan de périodisation. Je ne pourrais pas l'expliquer correctement. Michael la regarda préparer son sac avec la précision méthodique de quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois. Son sac de sport était neuf. D'apparence coûteuse, en cuir noir avec des ferrures argentées. Quand l'avait-elle acheté ? Et ses vêtements de sport n'étaient clairement pas de chez Target. Peut-être que je devrais m'entraîner avec vous aussi, suggéra Michael. J'ai besoin d'exercice, et ça serait sympa de passer du temps avec David. Je ne l'ai pas beaucoup vu dernièrement. Les mains de Sarah s'immobilisèrent un instant avant de reprendre leur tâche. Oh, c'est gentil, mais notre entraînement est vraiment individualisé. David m'a mise sur un programme très spécifique. Ajouter une autre personne perturberait toute la dynamique. Elle ferma le sac avec fermeté. En plus, tu dis toujours combien tu apprécies tes soirées tranquilles à la maison. Il y avait du vrai là-dedans. Michael chérissait ces moments de calme, surtout après de longues journées sur les chantiers.
Mais quelque chose dans le ton de Sarah lui semblait préparé, comme si elle avait anticipé cette conversation. « Quand seras-tu de retour » demanda-t-il. « Probablement vers 22h, peut-être 22h30 si on prend un shake protéiné après. » Sarah vérifia son reflet dans le miroir du couloir, ajustant ses cheveux et appliquant une nouvelle couche de gloss. « Ne m'attends pas, tu as besoin de repos. » Alors que Sarah l'embrassait sur le front et se dirigeait vers le garage, Michael remarqua le parfum coûteux qu'elle portait. Pas la fragrance florale légère qu'elle utilisait habituellement, mais quelque chose de plus lourd, plus sophistiqué. Depuis quand portait-elle cela? La maison devint étrangement silencieuse après le départ de Sarah. Michael réchauffa le reste de la casserole qu'elle avait préparée et mangea seul à l'îlot de la cuisine, le silence seulement rompu par le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit lointain de la pluie contre les fenêtres. Il se surprit à penser au premier jour de leur mariage, quand Sarah se blottissait contre lui sur le canapé chaque soir, partageant des histoires de leurs journées respectives, planifiant leur avenir ensemble. Quand cela avait-il changé? Quand leur conversation était-elle devenue si superficielle, si polie? Quand Sarah avait-elle commencé à avoir besoin de temps loin de la maison? Michael secoua la tête, agacé contre lui-même d'y penser trop. Sarah était en bonne santé, heureuse, et poursuivait ses objectifs. Quel genre de mari remettait cela en question? Il devrait être soutenant, encourageant même. Pourtant, le sentiment persistait, une subtile anomalie qu'il ne pouvait ignorer. Décidant de rendre sa soirée productive, Michael s'installa dans son bureau à domicile pour examiner des contrats pour les projets de la semaine prochaine. En attrapant ses lunettes de lecture, sa main effleura quelque chose de froissé dans la poche de la veste de Sarah, qu'elle avait laissée sur le dossier de sa chaise. Sans réfléchir, il en sortit un petit morceau de papier. C'était un reçu de Bellacor, l'un des restaurants italiens les plus chers du centre-ville de Chicago. La date était celle du mardi précédent, le même jour où Sarah avait prétendu travailler tard à l'agence. Le total s'élevait à 186,47 $ pour 2 personnes, 20 entrées, 2 plats principaux, dessert. Un dîner romantique à tous égards. Michael fixa le reçu, son esprit s'emballant. Mardi soir, Sarah était rentrée vers 21h30, se plaignant d'une réunion difficile avec un client qui s'était prolongée. Elle semblait fatiguée, stressée, et était montée directement se coucher après une douche rapide. Aucune mention de dîner, aucune odeur persistante de nourriture de restaurant, aucun signe qu'elle avait passé la soirée ailleurs que dans une salle de réunion stérile. « Ça doit être pour un dîner avec un client », dit-il à voix haute, sa voix résonnant dans le bureau vide. Sarah divertissait toujours des clients potentiels, essayant de décrocher de nouveaux contrats pour l'agence. Mais pourquoi n'en avait-elle pas parlé? Et pourquoi semblait-elle si fatiguée si elle avait été dans un bon restaurant plutôt qu'à une réunion stressante? Michael mit le reçu de côté et tenta de se concentrer sur ses contrats, mais les chiffres se brouillaient. Son esprit revenait sans cesse au comportement de Sarah ces dernières semaines. Les nouveaux vêtements, le sac de sport coûteux, les fréquentes séances d'entraînement avec David, la manière dont elle protégeait son téléphone plus soigneusement. Impulsivement, il prit son portable et composa le numéro de David. Ils n'avaient pas parlé depuis plus d'un mois, ce qui était inhabituel pour leur amitié. Peut-être était-il temps de renouer, peut-être même de planifier un week-end entre gars comme autrefois. Le téléphone sonna 4 fois avant que David ne réponde, un peu essoufflé. « Mike, salut, comment vas-tu? Je me disais juste que je devrais appeler pour voir comment tu vas. Ça fait une éternité qu'on n'a pas parlé. » Il y eut une pause, et Michael pouvait entendre de la musique en fond, le tintement de verre. « Ouais, mec, j'ai été super occupé. Tu sais comment c'est avec le business d'entraînement personnel, toujours à courir, à essayer de développer la clientèle. À propos, Sarah mentionne que vous vous entraînez beaucoup ensemble. C'est génial. J'étais inquiet pour son niveau de stress ces derniers temps. » Une autre pause, plus longue cette fois. « Ouais, c'est ça. Sarah, elle est vraiment dévouée à ses objectifs de fitness. Très engagée. » Quelque chose dans le ton de David semblait étrange, prudent, mesuré, pas comme les conversations faciles et naturelles qu'ils avaient toujours partagées. « Peut-être qu'on pourrait tous dîner ensemble bientôt, » suggéra Michael. « Nous trois, comme au bon vieux temps. Je ne te vois presque plus. » Absolument, absolument. Laisse-moi vérifier mon emploi du temps et je te recontacter, d'accord? Je suis avec un client là, donc? Bien sûr, pas de problème.
Dis à qui que ce soit que je lui souhaite d'avoir le meilleur entraîneur de Chicago. Le rire de David semblait forcé. On fera ça, Mike. À bientôt, d'accord? La ligne se coupa, laissant Michael fixer son téléphone. En 15 ans d'amitié, David n'avait jamais été pressé de raccrocher avec lui. Ils avaient l'habitude de parler pendant des heures de tout et de rien, sport, travail, femmes, rêves, peur. Maintenant, David ne pouvait pas consacrer 5 minutes à une conversation informelle. Michael posa son téléphone et se renversa dans son fauteuil de bureau, examinant à nouveau le reçu. Plus il y pensait, plus les pièces ne s'assemblaient pas. La soudaine passion de Sarah pour le fitness, ses nouveaux vêtements et accessoires, le dîner mystérieux avec un client qu'elle n'avait jamais mentionné, l'étrange comportement de David au téléphone. Il était probablement paranoïaque. 8 ans de mariage lui avaient appris que les relations nécessitaient de la confiance, et la confiance signifiait ne pas remettre en question chaque petite incohérence. Sarah l'aimait, elle le lui disait tous les jours. David était pratiquement de la famille, il avait été le témoin de Michael, bon sang. C'étaient les deux personnes les plus proches de lui au monde. Mais alors que Michael était assis seul dans son bureau, écoutant la pluie et le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir, il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé dans son monde soigneusement construit. Les fondations sur lesquelles il avait bâti sa vie au travail, mariage, amitié semblaient soudain moins solides que les bâtiments qu'il construisait chaque jour. À l'extérieur, le vent d'octobre se leva, faisant trembler les fenêtres et envoyant des feuilles mortes glisser sur l'allée. Michael resserra son pull et tenta de retourner à ses contrats, mais les chiffres restaient dénués de sens, de simples marques noires sur du papier blanc. Tout ce à quoi il pouvait penser était le reçu dans sa main et la réalisation inconfortable qu'il ne connaissait peut-être pas sa femme aussi bien qu'il le pensait. L'horloge sonna 9 fois, résonnant dans la maison vide. Sarah ne serait pas de retour avant 1h30, en supposant qu'elle respecte son emploi du temps habituel. Suffisamment de temps pour que Michael se convainque qu'il imaginait des choses, qu'il trouvait des explications logiques à chaque petite incohérence. Mais au fond de sa poitrine, là où l'intuition cohabitait avec des peurs soigneusement réprimées. Michael Thompson savait déjà que sa vie soigneusement ordonnée était sur le point de changer pour toujours. Le lendemain matin arriva gris et froid, avec du givre recouvrant les fenêtres de la maison des Thompson. Michael avait à peine dormi, son esprit ressassant le reçu du restaurant et l'appel évasif de David. Sarah était rentrée à 22h45 la veille au soir, ses cheveux légèrement humides de ce qu'elle prétendait être de la transpiration après un entraînement intense. Elle l'avait embrassé sur le front, avait marmonné quelque chose à propos d'être épuisée et avait disparu dans la salle de bain pour une longue douche. Maintenant, alors que Michael la regardait se préparer pour une autre journée à l'agence de publicité, tout semblait différent. La manière dont elle choisissait ses vêtements avec un soin particulier, l'application subtile de maquillage qui semblait plus délibérée que d'habitude, le bref sourire qu'elle lui lançait avant de vérifier son téléphone, tout cela ressemblait à une performance artistique. « Je risque de rentrer tard ce soir », annonça Sarah en enfilant son manteau. « Grosse présentation demain, et tu sais comment Rachel devient quand elle est nerveuse. » Michael hocha la tête derrière sa tasse de café. « Tu t'entraînes encore avec David ce soir ? » Probablement pas ce soir, trop de travail à rattraper. La réponse de Sarah vint rapidement, fluide. Mais définitivement demain soir. David dit que nous atteignons une phase cruciale de mon développement. Après le départ de Sarah, Michael resta assis à la table de la cuisine, fixant son café refroidissant. La maison semblait différente maintenant, pas comme un foyer, mais comme une scène où des actes étaient joués à son intention. Il pensa à l'accord prénuptial qu'ils avaient signé 8 ans auparavant, quelque chose que son avocat avait insisté pour faire lorsque Thompson Construction commençait à montrer un réel potentiel. Sarah avait signé sans hésiter, riant de l'idée romantique qu'il planifiait pour toujours. Planifié pour toujours, murmura Michael dans la cuisine vide. Comme ils avaient été naïfs tous les deux. À 10 heures, Michael prit sa décision. Au lieu de se rendre sur le chantier Morrison, il conduisit jusqu'au bureau du centre-ville de Miller Associates. James Miller gérait les affaires juridiques de Thompson Construction depuis 6 ans et, plus important encore, c'était quelqu'un en qui Michael avait une confiance totale. Michael, James se leva de derrière son bureau en acajou, lui tendant une poignée de main ferme. C'est inattendu. Tout va bien avec le projet Morrison ? En fait, c'est personnel. Michael s'installa dans le fauteuil en cuir en face du bureau de James. J'ai besoin de revoir mon accord prénuptial. Tout.
L'expression de James passa de l'amabilité à un professionnalisme sérieux. Je vois. Puis-je demander ce qui motive cette révision? Michael étudia ses mains un moment. Disons simplement que je veux comprendre mes options. Hypothétiquement. Pendant l'heure suivante, James guida Michael à travers chaque clause, chaque disposition, chaque protection intégrée dans l'accord. La maison sur Maple Street était uniquement au nom de Michael, achetée avant le mariage. Thompson Construction était également protégée, établie et incorporée avant que Sarah n'entre dans sa vie. Le contrat prénuptial était inattaquable, toute dissolution du mariage laisserait Sarah avec des revendications financières minimales. C'est très complet, observa James. Presque inhabituellement pour quelqu'un de votre âge à l'époque où il a été rédigé. La plupart des jeunes hommes ne sont pas aussi préparés. Mon père m'a appris que l'espoir du meilleur et la préparation au pire n'étaient pas seulement de bons conseils pour les affaires, répondit Michael d'une voix ferme, mais quelque chose de froid s'était installé dans sa poitrine. James, si je devais dissoudre ce mariage, à quelle vitesse cela pourrait-il être fait? James se renversa dans son fauteuil, étudiant son client avec attention. Avec des motifs valables dans cet accord prénuptial, relativement rapidement. L'Illinois est un État sans faute, mais s'il y a des problèmes d'adultère ou de mauvaise conduite financière, cela peut accélérer certains aspects du processus. Il fit une pause. Michael, que se passe-t-il vraiment? Michael soutint le regard de son avocat directement. J'ai besoin de tout savoir sur les activités de ma femme ces 6 derniers mois, professionnellement et personnellement. Pouvez-vous recommander quelqu'un de discret? Robert est, dit James sans hésiter. Ancien détective de la police de Chicago, il dirige maintenant une agence d'investigation privée. Minutieux, professionnel et absolument confidentiel. Mais Michael, êtes-vous sûr de vouloir emprunter cette voie? Parfois, la vérité peut être plus dévastatrice que l'incertitude. Michael répondit, oui, je suis sûr. À 14 heures cet après-midi-là, Michael était assis dans le modeste bureau de Robert et à Lincoln Park. Elle était un homme compact dans la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants et des yeux intelligents qui semblaient cataloguer chaque détail de leur environnement. Les murs de son bureau étaient couverts de certificats et de distinctions de ses années dans les forces de l'ordre. Monsieur Thompson, dit-il, consultant les notes qu'il avait prises pendant leur conversation, juste pour être clair, vous voulez une surveillance complète sur votre femme, Sarah Thompson, et David Clark. Vous suspectez une liaison extra-conjugale? Je ne suspecte pas, dit Michael calmement. Je sais. J'ai juste besoin de documentation. Et hocha la tête. Forfait de surveillance complet, preuves photographiques, journaux d'activité, suivi financier là où c'est légalement possible. Le tarif standard est de $300 par jour, plus les frais. Combien de temps voulez-vous que cela dure? Jusqu'à ce que vous ayez assez de preuves pour satisfaire un tribunal de divorce. Cela pourrait prendre de quelques jours à quelques semaines, selon leurs habitudes. Est sorti un contrat. Il vous faudra une avance de $3000. Michael rédigea le chèque sans hésiter. Quand pouvez-vous commencer? Aujourd'hui. Il me faudra des photos récentes des 2 sujets et leurs emplois du temps quotidien, du mieux que vous les connaissez. En rentrant chez lui, Michael se sentait étrangement calme. Pour la première fois en semaine, il prenait des mesures au lieu de simplement subir l'incertitude. Les preuves confirmeraient soit ses craintes, soit les dissiperaient. Dans tous les cas, il connaîtrait la vérité. Ce soir-là, Sarah annonça une autre séance d'entraînement avec David. Michael l'embrassa pour lui dire au revoir et s'installa dans son bureau à domicile pour travailler, mais sa concentration était fragmentée. Chaque fois que son téléphone vibrait avec un message texte, il s'attendait à ce que ce soit et avec une mise à jour. Le premier message arriva à 21h30, sujets arrivés au 1247 Lakeshore Drive, résidence Clark, à 20h15. Aucun équipement de gym visible à travers les fenêtres. Maintien de la surveillance. Le deuxième message arriva à 23h45, sujet toujours à l'intérieur de la résidence. Lumière tamisée dans ce qui semble être la zone de la chambre. Obtention de preuves photographiques. Michael posa son téléphone et se rendit à la cuisine pour prendre un verre d'eau. Ses mains étaient parfaitement stables, sa respiration normale. Il ne ressentait rien ni colère, ni trahison, ni surprise, juste un calme froid et analytique qui semblait l'isoler de toute émotion. Sarah rentra à minuit 20, pleine d'histoires sur son entraînement difficile. Elle décrivit de nouveaux exercices que David avait introduits,
se plaignit de courbatures musculaires et vanta l'expertise de David en tant qu'entraîneur. Michael écouta chaque mot, notant les détails élaborés de ses fabrications. « Tu es incroyable », lui dit-il alors qu'elle se préparait à se coucher. « Tellement dévouée à tes objectifs. » Sarah lui sourit radieusement. « Ça signifie tout que tu me soutiennes, Michael. Tous les maris ne seraient pas aussi compréhensifs face à l'engagement de temps. »« Je veux que tu sois heureuse, » répondit Michael, et il réalisa qu'il le pensait. Le bonheur de Sarah avait toujours compté pour lui. Il n'avait simplement pas compris ce que cela coûterait. Les 2 semaines suivantes passèrent dans une routine soigneusement orchestrée. Michael allait au travail, gérait ses projets de construction et jouait le rôle du mari soutenant. Sarah continuait ses séances d'entraînement avec David, chacune documentée par la surveillance patiente de Hay. Les preuves s'accumulaient comme des sédiments, photographies, journaux horaires, témoignages des voisins de David qui avaient remarqué la même voiture apparaître régulièrement. Hay se révéla valoir chaque dollar. Son rapport final comptait 53 pages de documentation méticuleuse. Les photographies montraient Sarah et David entrant et sortant de son appartement ensemble. Les registres financiers révélaient que Sarah utilisait leur carte de crédit commune pour acheter des cadeaux coûteux, montres, vêtements, repas au restaurant. La chronologie remontait à 7 mois, bien plus longtemps que Michael ne l'avait initialement suspecté. « C'est complet », dit Hay en remettant le rapport au bureau de Michael. « Plus qu'assez pour toute procédure de divorce. »« Je suis désolé, monsieur Thompson. » Michael feuilleta les pages, étudiant les photographies avec un détachement clinique. Dans une image, Sarah et David s'embrassaient à l'extérieur d'un hôtel du centre-ville. Dans une autre, ils se tenaient la main à une table de restaurant. L'intimité était indéniable, irréfutable. « Merci », dit simplement Michael. « Envoyez votre facture finale au bureau de James Miller. » Ce vendredi soir, Michael suggéra un dîner à la maison, quelque chose de spécial pour célébrer le week-end. Sarah sembla ravie de son attention, acceptant de reporter sa séance d'entraînement au samedi. Michael prépara son plat préféré, ouvrit une bouteille de vin coûteuse et dressa la table de la salle à manger avec leur vaisselle de mariage. « C'est merveilleux, » dit Sarah, levant son verre de vin. « On devrait faire ça plus souvent. »« Je pensais la même chose, » répondit Michael. « On a été si occupés dernièrement, si concentrés sur nos objectifs individuels. Peut-être qu'il est temps de parler de nos priorités. » Le sourire de Sarah était radieux. « J'aime cette idée. J'ai l'impression qu'on s'est un peu éloigné, mais c'est normal dans les mariages, non? L'important, c'est qu'on revient toujours l'un vers l'autre. » Michael étudia le visage de sa femme, toujours beau, toujours familier, mais maintenant complètement étranger. « Sarah, dit-il doucement, je sais pour David. » La couleur quitta le visage de Sarah si rapidement que Michael pensa qu'elle pourrait s'évanouir. Son verre de vin trembla dans sa main, et pendant un moment, le seul son fut le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » murmura-t-elle. Michael plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une enveloppe en papier craft. Il la posa sur la table entre eux, à côté des bougies vacillantes et de la vaisselle élégante. « 7 mois, dit-il calmement. Les mêmes 7 mois où vous vous êtes entraînés ensemble. Les mêmes 7 mois où tu m'as menti chaque jour. » La main de Sarah s'avança vers l'enveloppe, puis s'arrêta. « Michael, je peux expliquer. »« Je suis sûr que tu peux. Tu es devenue très créative avec les explications ces derniers temps. » La voix de Michael restait calme, presque conversationnelle. « La salle de sport qui ne t'a pas vu depuis des mois. Les reçus de restaurant pour des dîners romantiques pendant que je pensais que tu travaillais tard. Les cadeaux coûteux achetés avec notre carte de crédit commune. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Sarah. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Ça s'est juste produit. Tu es toujours en train de travailler, toujours concentré sur l'entreprise. Je me sentais si seul, et David était là, et il m'écoutait, et tu as décidé que me mentir tous les jours était plus facile que de demander le divorce. La contenance de Sarah s'effondra complètement. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je t'aime, Michael. Ce que David et moi avons, c'est différent. Ce n'est pas de l'amour, c'est, je ne sais pas, de l'excitation, de l'aventure, se sentir vivante à nouveau. Michael hocha la tête, comme si cette explication était parfaitement logique. Je comprends. Tu voulais à la fois la sécurité de notre mariage et le frisson d'une liaison. Très pratique.
Ne parle pas comme ça, supplia Sarah. Ne sois pas si froid. C'est ta femme qui te parle. Non, dit Michael, se levant de table. Ma femme ne m'aurait pas menti pendant 7 mois. Ma femme n'aurait pas humilié avec mon meilleur ami. Ma femme n'aurait pas volé de l'argent de notre compte commun pour financer sa liaison. Il ramassa l'enveloppe. Cette femme assise à ma table est quelqu'un que je ne reconnais pas. Sarah attrapa son bras désespérément. On peut réparer ça. On peut aller en thérapie, travailler là-dessus. Les gens surmontent des liaisons tout le temps. On peut être plus fort qu'avant. Michael retira doucement sa main de son bras. Sarah, j'ai déposé une demande de divorce cet après-midi. Tu recevras les papiers lundi matin. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sarah le fixa comme s'il était un étranger, sa bouche bougeant sans un mot. Tu savais depuis 2 semaines, réussit-elle finalement à dire. J'ai su pendant 2 semaines. J'ai planifié pendant 2 semaines. Et en 2 semaines, j'ai appris plus sur qui tu es vraiment que pendant 8 ans de mariage. Michael se dirigea vers la porte, puis se retourna pour faire face à sa femme une dernière fois. Tu peux rester dans la maison jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Après ça, tu devras trouver un autre endroit où vivre. L'accord prénuptial que tu as signé est très clair sur les termes. Alors qu'il quittait la salle à manger, Michael pouvait entendre Sarah appeler son nom, sa voix se brisant à chaque syllabe, mais il ne se retourna pas. L'homme qui aurait pu pardonner, qui aurait pu essayer de sauver quelque chose des décombres de leur mariage, était mort au moment où il avait ouvert l'enveloppe de Robert Ray. Ce qui restait était quelqu'un de beaucoup plus froid, beaucoup plus pratique, et absolument déterminé à obtenir justice. Le week-end suivant la confrontation au dîner passa dans un calme surréaliste. Sarah s'était enfermée dans la chambre d'amis, n'en sortant que pour du café et des appels téléphoniques chuchotés qui s'arrêtaient brusquement dès que Michael apparaissait. Il passa le samedi matin à examiner des documents financiers avec James Miller, s'assurant que chaque actif était correctement catégorisé et protégé. Le dimanche soir, Michael ressentait l'étrange paix qui vient d'avoir franchi un pont sans intention de revenir. Le lundi matin, une serveuse de procès, une femme polie dans la quarantaine, remit à Sarah les papiers du divorce avec une sympathie professionnelle. Michael observa depuis la fenêtre de son bureau à domicile alors que Sarah signait pour les documents, ses épaules tremblant alors qu'elle lisait les termes. L'accord prénuptial était explicite, en cas d'adultère prouvé, le conjoint fautif renonçait à toutes les revendications sur les biens matrimoniaux acquis pendant le mariage. Cet après-midi-là, Michael se rendit au complexe d'appartements de David pour la conversation qu'il avait évitée. Il se gara devant l'immeuble en briques familier où il avait passé d'innombrables soirées au fil des années, regardant des matchs de football et planifiant des week-ends qui n'auraient plus jamais lieu. L'air d'automne était frais, portant l'odeur des feuilles brûlées et la promesse de l'hiver. David ouvrit la porte au deuxième coup, son visage passant rapidement de la surprise à la culpabilité, puis à la résignation. Il semblait plus vieux, comme si le poids de la tromperie l'avait vieilli d'une manière que Michael n'avait pas remarqué lors de leur appel téléphonique gênant quelques semaines plus tôt. « Mike, dit David calmement. Je me doutais que tu passerais. Puis-je entrer » David s'écarta, et Michael entra dans l'appartement qui avait autrefois semblé une seconde maison. Le mobilier était le même, mais tout semblait plus petit, plus miteux. Les photos encadrées de leurs années universitaires ornaient toujours la cheminée, Michael et David à la remise des diplômes, au mariage de Michael. Célébrant le premier gros contrat de Thomson Construction. Les regarder maintenant donnait l'impression d'examiner des artefacts de la vie de quelqu'un d'autre. « Je sais ce que tu vas dire », commença David, mais Michael leva une main. En fait, non. Michael s'installa dans le fauteuil en cuir qu'il avait aidé David à installer 5 ans plus tôt. Je ne suis pas ici pour crier ou exiger des explications. Je suis ici pour te dire que notre amitié est terminée. Le visage de David s'effondra. Mike, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé. Je sais que c'est impardonnable, mais nous sommes amis depuis 15 ans. Ça doit compter pour quelque chose. Ça comptait pour quelque chose. Ça comptait pour la confiance, la loyauté, le respect. Toutes ces choses que tu as jetées pour 7 mois de manigance avec ma femme. La voix de Michael restait stable, presque conversationnelle. As-tu jamais pensé à moi pendant que tu étais avec elle ? As-tu jamais considéré ce que ça ferait à notre amitié ? Chaque jour, dit David désespérément. Chaque jour, je me détestais pour ça, mais je ne pouvais pas arrêter. Sarah, elle m'a fait ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties auparavant.
Elle disait qu'elle était malheureuse, que tu ne l'appréciais pas, qu'elle était seule. Oui, elle a mentionné ça, termina Michael. C'est intéressant comme les liaisons viennent toujours avec des justifications si pratiques. David s'effondra sur son canapé, la tête dans les mains. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais c'est arrivé. Pendant 7 mois, tu m'as regardé dans les yeux, partagé des repas à ma table, accepté mon amitié et mon hospitalité, tout en me trahissant de la manière la plus fondamentale possible. Michael se leva, ajustant sa veste. Je veux que tu comprennes quelque chose, David. Ce n'est pas une question de colère ou de vengeance. C'est une question de normes. Je ne m'associe pas avec des gens qui ont prouvé qu'ils étaient capables d'un tel niveau de tromperie. Alors c'est tout ? 15 ans d'amitié et tu t'en vas comme ça ? Michael s'arrêta à la porte. Je ne m'éloigne pas de 15 ans d'amitié. Je reconnais que ces 15 ans étaient avec quelqu'un que je pensais connaître. La personne qui couche avec ma femme depuis 7 mois, c'est un étranger. La porte se ferma avec un clic doux, et Michael rentra chez lui, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Les conversations les plus difficiles étaient terminées. Tout le reste n'était que paperasse et procédures. Les procédures de divorce prirent 6 semaines, période pendant laquelle l'avocat de Sarah fit des tentatives de plus en plus désespérées pour contester l'accord prénuptial. Ils plaidèrent la coercition, affirmant que Sarah n'avait pas compris les termes lorsqu'elle avait signé. Ils suggérèrent que Michael avait caché des actifs ou manipulé la documentation. Chaque argument fut méthodiquement démantelé par la préparation minutieuse de James Miller et les preuves exhaustives de Robert Ray. L'audience elle-même fut presque anticlimatique. La juge Patricia Morrison examina les preuves avec l'efficacité détachée de quelqu'un qui avait vu trop de mariages se dissoudre dans sa salle d'audience. Les photographies furent versées au dossier sans présentation dramatique ni éclats émotionnels. Les inconduites financières de Sarah furent documentées dans des feuilles de calcul et des relevés de cartes de crédit. L'accord prénuptial fut examiné et jugé légalement solide. Les preuves d'adultère sont accablantes et incontestées, annonça la juge Morrison à la salle d'audience. L'accord prénuptial est valide et exécutoire. Madame Thompson a droit à ses effets personnels et à $5 000 comme spécifié dans l'accord. Tous les autres actifs matrimoniaux restent la propriété exclusive de Monsieur Thompson. L'avocat de Sarah demanda une brève pause, et Michael observa son ex-femme bientôt officielle conférer désespérément avec son conseiller juridique. Ses larmes semblaient sincères, mais Michael ne ressentait rien, ni satisfaction, ni justification, ni amour résiduel, juste le soulagement tranquille d'un homme qui avait navigué un problème complexe et atteint la conclusion logique. Le décret final fut signé un jeudi de décembre. Michael quitta le tribunal seul, conduisit jusqu'à son bureau et passa le reste de la journée à examiner les plans d'un nouveau développement résidentiel. Le travail avait toujours été son sanctuaire, et maintenant il devenait son seul objectif. Au cours des mois suivants, Michael reconstruisit systématiquement sa vie. Il vendit la maison sur Maple Street, trop de souvenirs, trop d'histoires, et acheta une maison de ville moderne plus proche du centre-ville. Il embaucha de nouveaux chefs de projet et étendit Thompson Construction au développement commercial. Il changea son numéro de téléphone, ferma les comptes bancaires conjoints et élimina toute trace de son mariage de sa routine quotidienne. Le processus était méthodique, presque clinique. Michael aborda sa reconstruction personnelle avec la même attention aux détails qu'il apportait à ses projets de construction. Chaque décision était évaluée pour son bénéfice pratique, chaque changement conçu pour créer une distance avec sa vie précédente. 6 mois après la finalisation du divorce, Michael examinait des plans architecturaux dans son nouveau bureau à domicile lorsque son téléphone sonna. C'était Hélène Rodriguez, une ancienne collègue de Sarah à l'agence de publicité. Michael, salut. C'est Hélène. J'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle. J'ai eu ton numéro par James Miller. J'ai besoin de travaux de construction, et il m'a recommandé toi. Bien sûr. Quel type de projet envisages-tu ? Une rénovation de cuisine, mais honnêtement, j'appelle aussi pour une autre raison. J'ai croisé Sarah la semaine dernière, et, eh bien, je pensais que tu devrais savoir qu'elle ne va pas bien. Michael posa son crayon et se renversa dans son fauteuil. J'apprécie ton inquiétude, Hélène, mais le bien-être de Sarah n'est plus ma responsabilité. Je comprends, mais elle vit dans un petit appartement à Wicker Park, travaille à temps partiel dans une petite agence pour une fraction de son ancien salaire. Elle a l'air diminuée. Et David a perdu la plupart de ses clients d'entraînement après que l'histoire s'est répandue. Apparemment,
Les gens ne font pas confiance aux entraîneurs qui couchent avec des clients mariés. Michael absorba cette information sans émotion. Je suis désolé d'entendre qu'il galère. Vraiment? La voix d'Hélène était douce mais incisive. Parce qu'on dirait que tu parles d'étrangers. C'est exactement ce qu'ils sont, répondit Michael. Hélène, je vais demander à l'un de mes collaborateurs de t'appeler pour la rénovation de la cuisine. Y a-t-il autre chose? Après avoir raccroché, Michael resta assis dans sa maison de ville silencieuse, réfléchissant aux mots d'Hélène. Il essaya de convoquer un sentiment quelconque concernant la situation réduite de Sarah ou l'effondrement professionnel de David, sympathie, justification, même un léger intérêt. Rien ne vint. Le centre émotionnel où l'amour, la douleur et le pardon avaient autrefois résidé semblait s'être calcifié en quelque chose de plus dur, de plus pratique. Ce soir-là, Michael assista à un événement de réseautage professionnel au centre-ville. Il se retrouva en conversation avec Amanda Chen, une architecte dont le cabinet avait collaboré avec Thomson Construction sur plusieurs projets. Elle était intelligente, accomplie et d'une franchise rafraîchissante. Lorsqu'elle suggéra un dîner la semaine suivante, Michael se surprit à accepter. « Je dois mentionner, dit-il en échangeant leurs cartes de visite, je suis récemment divorcé. » Amanda hocha la tête. Récemment divorcé d'un mariage, ou récemment divorcé de l'idée du mariage? Michael considéra la question sérieusement. D'un mariage dont j'ai appris qu'il n'a jamais vraiment existé. Ce sont les plus difficiles à surmonter, dit Amanda, mais aussi les plus libérateurs. En rentrant chez lui ce soir-là, Michael réalisa qu'il n'avait pas pensé à Sarah ou à David depuis des semaines. Ils étaient devenus des notes de bas de page dans son histoire personnelle, des récits édifiants sur la confiance et le jugement, mais plus des sources de douleur ou d'inquiétude actives. L'homme qui avait découvert la liaison de sa femme 6 mois plus tôt aurait été choqué par ce détachement émotionnel, mais cet homme avait été naïf concernant la nature humaine, trop confiant d'une manière qui l'avait rendu vulnérable. L'homme que Michael était devenu était plus prudent, plus réservé, mais aussi plus honnête sur le monde tel qu'il existait réellement, plutôt que tel qu'il souhaitait qu'il soit. Il avait appris à distinguer entre le pardon et la sottise, entre les secondes chances et l'habilitation de comportements destructeurs. En s'engageant dans son allée, Michael regarda sa maison de ville, moderne, efficace et entièrement à lui. Demain, il appellerait Amanda pour organiser le dîner. La semaine prochaine, il entamerait le plus grand projet commercial de l'histoire de Thomson Construction. L'avenir s'étendait devant lui, propre et dégagé du poids de la confiance trahie. Sarah et David lui avaient appris une leçon précieuse sur le prix de la naïveté. En retour, il leur avait appris le coût de la trahison. Cela semblait un échange équitable, et Michael Thomson était un homme qui croyait aux échanges équitables. La justice, avait-il appris, n'était pas toujours une question de punition. Parfois, il s'agissait simplement de refuser de subventionner les mauvais choix des autres. Le passé était réglé, l'avenir l'attendait, et pour la première fois depuis des années, Michael se sentait véritablement optimiste quant à ce que demain pourrait apporter. 3 mois après la finalisation du divorce, Michael Thomson pensait avoir vu Sarah et David pour la dernière fois. Sa nouvelle vie s'était installée dans un rythme confortable, des matins tôt sur les chantiers, des dîners en soirée avec Amanda Chen, des week-ends passés à planifier l'expansion de Thomson Construction sur le marché du centre-ville. Le passé semblait bien enterré, jusqu'à ce qu'un appel téléphonique un mardi matin brise son illusion de clôture. « Michael, nous devons parler », la voix de James Miller portait une urgence qui attira immédiatement l'attention. « Peux-tu venir à mon bureau ce matin? Nous avons une situation. » 1 heure plus tard, Michael était assis en face de son avocat, étudiant une pile de documents que James avait étalés sur son bureau en acajou. Les documents comprenaient des courriels imprimés, des captures d'écran de réseaux sociaux et ce qui semblait être une plainte officielle déposée auprès du Better Business Bureau. « Quelqu'un a été très occupé », dit James sombrement. « Depuis 6 semaines, il y a une campagne systématique pour nuire à la réputation de Thomson Construction. Des critiques anonymes prétendant un travail bâclé, des projets retardés et des irrégularités financières. Des courriels envoyés à tes clients actuels, suggérant qu'ils enquêtent sur tes pratiques commerciales. » Michael prit l'un des courriels imprimés, lisant le langage soigneusement rédigé qui parvenait à semer le doute sans faire d'accusation spécifique. « C'est très sophistiqué. Professionnel, même. »« C'est parce que ça l'est, » répondit James. « Le style d'écriture, le timing stratégique, la connaissance de ta base de clients, ce n'est pas une ex-femme en colère publiant des critiques vindicatives.
C'est quelqu'un avec une expertise en marketing et une connaissance interne de tes opérations commerciales. Michael reposa le courriel, son esprit déjà en train de considérer les implications. Sarah a travaillé dans la publicité pendant 8 ans. Elle sait exactement comment rédiger des messages qui plantent des graines de doute sans franchir les lignes légales. Il y a plus, dit James, lui tendant un autre document. David Clark a appelé tes clients résidentiels, proposant des consultations de bien-être pour leur famille. Il utilise la réputation de ton entreprise pour se faire une place, puis suggère que le stress des projets de construction nécessite un encadrement professionnel en fitness. Il exploite mes relations avec mes clients pour développer son propre business, réalisa Michael. On dirait. Et d'après le timing et la coordination, ils travaillent ensemble. Michael se renversa dans son fauteuil, sentant la familiarité froide s'installer dans sa poitrine. Il avait offert à Sarah et David une rupture nette, pas d'humiliation publique, pas de publications vindicatives sur les réseaux sociaux, pas de tentatives pour saboter leur carrière. En retour, ils essayaient systématiquement de détruire tout ce qu'il avait construit. Quelle est notre position juridique ? Demanda Michael. Compliqué. Les critiques anonymes sont difficiles à prouver, et l'approche de David envers tes clients n'est pas techniquement illégale. Immorale, oui, mais pas criminelle. Cependant, il y a quelques développements intéressants. James sortit un dossier marqué confidentiel. J'ai demandé à Robert et de faire des investigations discrètes après les premières plaintes. Michael ouvrit le dossier pour trouver des photographies et des documents financiers. Les photos montraient Sarah et David ensemble dans divers restaurants et hôtels de la ville. Les registres financiers révélaient quelque chose de plus intéressant. David avait récemment incorporé une nouvelle entreprise appelée Elite Wellness Consulting, avec Sarah listée comme directrice marketing. Ils ne sont pas seulement amants, réalisa Michael. Ils sont partenaires commerciaux. Des partenaires qui utilisent les connexions et les informations que Sarah a acquises pendant notre mariage pour bâtir leur nouvelle entreprise. Cela change considérablement le paysage juridique, dit James. Michael étudia les documents d'incorporation, notant l'adresse de l'entreprise, l'appartement de David, où Sarah vivait apparemment à plein temps maintenant. Leur stratégie devenait claire, utiliser la base de clients de Michael pour lancer leur entreprise de bien-être, puis utiliser les compétences en marketing de Sarah pour détruire progressivement la réputation de Thomson Construction, forçant potentiellement ses clients à chercher des alternatives. Il y a autre chose, dit James, hésitant. Amanda Chen m'a appelé ce matin. Quelqu'un a contacté son cabinet, suggérant que Thomson Construction pourrait ne pas être un partenaire fiable pour les projets futurs. La mention d'Amanda déclencha quelque chose de vif et protecteur dans la poitrine de Michael. Attaquer son entreprise était une chose, mais impliquer la femme avec qui il construisait une relation franchissait une ligne qu'il n'avait pas su exister. Ils ont fait une erreur, dit Michael calmement. Comment ça ? Ils ont supposé que j'étais le même homme naïf qui leur faisait confiance depuis des années. Ils appliquent de vieilles stratégies à un nouvel adversaire. Michael se leva, ajustant sa veste. James, je veux que vous prépariez des lettres de mise en demeure pour Sarah et David. Je veux aussi des plaintes officielles déposées auprès du département de la réglementation professionnelle de l'Illinois concernant les pratiques commerciales contraires à l'éthique de David. C'est défensif. Et les mesures offensives ? Michael sourit pour la première fois depuis son entrée dans le bureau. Laissez-moi m'en charger. Cet après-midi-là, Michael passa 3 appels. Le premier fut à Robert et, demandant une surveillance élargie des activités de Sarah et David. Le second fut à son comptable, demandant un audit complet des livres de Thomson Construction pour les 3 dernières années. Le troisième fut à Marcus Webb, le journaliste d'investigation du Chicago Tribune qui avait couvert le projet du complexe de bureaux Morrison. Marcus, c'est Michael Thomson. J'ai une histoire qui pourrait t'intéresser. Un petit entrepreneur ciblé par une campagne de diffamation coordonnée menée par son ex-femme avec une expertise en marketing. Le lendemain matin, Michael arriva à son bureau pour trouver son assistante, Jennifer, visiblement secouée. Monsieur Thomson, il y a eu 3 appels de clients ce matin. Quelqu'un les a contactés concernant des inquiétudes sur notre stabilité financière. Ont-ils fourni des allégations spécifiques ? Non. Juste des suggestions vagues qu'ils devraient poser les bonnes questions sur nos pratiques de facturation et les délais des projets. Michael examina la liste des clients, notant le schéma. Sarah avait rencontré la plupart de ces personnes lors d'événements sociaux de l'entreprise au fil des années. Elle connaissait leurs noms, leurs projets,
leurs préoccupations concernant les calendriers et budgets de construction. Elle utilisait des connaissances intimes acquises en tant que son épouse pour saper ses relations professionnelles. Jennifer, je veux que vous appeliez chaque client affecté et planifiez des réunions en face à face. Dites-leur que je veux répondre personnellement à toutes les préoccupations et fournir une transparence financière complète. Tous. C'est 15 réunions. Tous. Et je veux que nos dossiers de projet, registres financiers et certificats d'achèvement soient prêts pour examen. Au cours de la semaine suivante, Michael rencontra chaque client qui avait reçu des appels suspects. Plutôt que des explications défensives, il fournit une transparence complète, budget de projet, calendrier, accord avec les sous-traitants et références de clients passés. Les réunions révélèrent quelque chose d'intéressant, plusieurs clients mentionnèrent que la personne qui les avait appelés avait une connaissance détaillée de leur vie personnelle et de leur situation familiale. Elle savait pour les projets universitaires de ma fille, dit Madame Patterson, dont la rénovation de cuisine était prévue pour le printemps. Elle a suggéré que des retards de construction pourraient interférer avec les fêtes de remise de diplôme. Comment une étrangère saurait-elle cela? Le schéma était clair. Sarah n'utilisait pas seulement des listes de clients, elle exploitait des informations personnelles recueillies au cours d'années de dîners et d'événements sociaux, des informations qu'aucun concurrent commercial légitime ne posséderait. Le vendredi soir, Michael reçut un appel de Marcus Webb. « Michael, j'ai creusé dans cette histoire, et c'est plus intéressant que je ne le pensais initialement. Ton ex-femme et son partenaire ont été remarquablement occupés. Des plaintes anonymes déposées auprès de multiples agences réglementaires, des comptes de critiques factices retracés à des adresses IP associées à leur nouvelle entreprise, un contact systématique avec tes clients utilisant des informations qui ne pouvaient être obtenues que par des relations personnelles. À quel point les preuves sont-elles solides? Assez solides pour un article en première page de la section Affaires sur l'éthique de l'utilisation des connaissances maritales pour du sabotage commercial. J'ai aussi découvert qu'ils ne sont pas le premier couple divorcé à essayer cette stratégie. Il existe en fait une jurisprudence établissant cela comme une forme d'ingérence commerciale. Michael sentit les pièces s'assembler. Quand l'article sera-t-il publié? Lundi matin. Je voulais te prévenir parce que je devrais inclure leur réponse pour l'équilibre. Les as-tu contactés? C'est mon prochain appel. Dimanche soir, le téléphone de Michael sonna. La voix de Sarah était tendue par la panique. Michael, nous devons parler. Ça va trop loin. Je suis entièrement d'accord. Le journaliste du Tribune a appelé David. Il menace de détruire notre entreprise avant même qu'elle ne démarre. Votre entreprise a été construite en détruisant la mienne. Ça semble approprié. On peut arrêter tout ça, dit Sarah désespérément. On annulera tout, on supprimera les critiques, on dira aux clients que c'était un malentendu. Arrête juste l'article du journal. Michael considéra l'offre. Il y a 6 mois, il aurait peut-être accepté, pris la branche d'olivier et passé à autre chose. Mais l'homme qu'il était devenu comprenait que certaines personnes ne respectaient que les conséquences, jamais les appels à la conscience. Sarah, tu avais 2 choix après notre divorce. Tu aurais pu assumer la responsabilité de tes actions et construire une nouvelle vie honnêtement. Ou tu aurais pu déclarer la guerre à la mienne. Tu as choisi la guerre. Nous étions désespérés. Tu nous as laissés avec rien. Je t'ai laissé avec les conséquences de tes propres choix. Il y a une différence. S'il te plaît, Michael. Pour ce que nous représentions l'un pour l'autre. Ce que nous représentions l'un pour l'autre est exactement pourquoi cela s'arrête maintenant. Tu m'as appris que certaines personnes profiteront de chaque gentillesse, chaque seconde chance, chaque acte de miséricorde. Je ne suis plus aussi naïf. L'article du Chicago Tribune du lundi matin titrait en première page de la section Affaires, quand le divorce devient corporatif, la nouvelle frontière du sabotage commercial. L'article détaillait la campagne systématique de Sarah et David contre Thomson Construction, incluant des citations de clients affectés et des analyses d'experts en éthique des affaires. L'histoire dépeignait Michael comme un petit entrepreneur luttant contre un harcèlement coordonné tout en soulevant des questions sur la réglementation de telles tactiques. La réponse fut immédiate. 3 clients appelèrent pour s'excuser d'avoir douté de Michael et exprimer leur indignation d'avoir été manipulés. 2 nouveaux clients contactèrent Thomson Construction spécifiquement à cause de l'article, impressionnés par la gestion professionnelle de Michael de la situation. Le Better Business Bureau ouvrit une enquête sur les fausses plaintes déposées contre son entreprise. Le mercredi,
La licence d'entraîneur personnel de David était sous examen par le Conseil réglementaire de l'État. L'employeur de Sarah, apprenant son rôle dans la campagne, mit fin à son contrat pour éviter toute association avec la controverse. Le jeudi apporta la résolution finale. James Miller appela avec la nouvelle que Sarah et David voulaient se rencontrer pour discuter de la fin des hostilités. Ils offrent une excuse écrite, une rétractation publique de toutes les fausses déclarations, un accord pour cesser tout contact avec tes clients, rapporta James. En échange de ton accord de ne pas poursuivre d'autres actions en justice. Michael considéra l'offre tout en regardant par la fenêtre de son bureau la skyline qu'il contribuait à construire. Thomson Construction avait non seulement survécu à l'attaque, mais en était sorti plus fort, avec de nouveaux clients et une confiance renouvelée des clients existants. Sa réputation était intacte, son entreprise croissait, et surtout, il avait prouvé à lui-même qu'il pouvait gérer tous les défis émergents de son passé. Accepte l'offre, dit-il à James, mais inclut un accord de non-divulgation. Je ne veux pas qu'il discute de cette situation publiquement, jamais. Considère ça comme fait. Ce soir-là, Michael dîna avec Amanda dans leur restaurant préféré du centre-ville. Elle avait lu l'article du Tribune et connaissait les grandes lignes des événements récents. « Comment te sens-tu à propos de tout ça » demanda-t-elle. Michael réfléchit à la question tout en observant les lumières de la ville se refléter sur la rivière Chicago. Reconnaissant, en fait. Reconnaissant qu'ils auraient pu partir discrètement et reconstruire leur vie honnêtement. Au lieu de cela, ils m'ont montré exactement qui ils sont vraiment et m'ont donné l'opportunité de prouver qui je suis devenu. Il leva son verre de vin. Parfois, le meilleur cadeau que quelqu'un puisse vous offrir est l'occasion de démontrer votre propre force. Amanda fit teinter son verre contre le sien. Une force acquise par l'expérience. En finissant le dîner, Michael réfléchit au voyage étrange qui l'avait conduit à ce moment. La trahison de Sarah et David avait été dévastatrice, mais leur tentative ratée de vengeance avait été étrangement libératrice. Il n'avait plus à se demander s'il avait été trop dur, trop impitoyable, trop définitif dans son jugement. Ils avaient répondu à ces questions eux-mêmes. L'homme qui avait découvert la liaison de sa femme un an plus tôt aurait pu être détruit par une telle attaque systématique contre l'œuvre de sa vie. Mais cet homme n'existait plus. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, plus sage, et finalement plus réussi. Quelqu'un qui comprenait que la meilleure défense contre les gens qui confondent la gentillesse avec la faiblesse est simplement de refuser d'être faible. Michael Thomson avait bâti son entreprise sur des fondations solides, et ces fondations s'étaient révélées assez fortes pour résister à n'importe quelle tempête que son passé pouvait générer. Demain, il continuerait à construire, non seulement des structures d'acier et de béton, mais une vie basée sur des principes clairs et des relations honnêtes. La dernière bataille était terminée, et il avait gagné non par la cruauté ou la vengeance, mais par le simple fait de refuser d'être détruit par des gens qui s'étaient déjà détruits eux-mêmes. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.